Je te propose ici une autre façon de découvrir le monde. Ouvre grand tes oreilles et tes yeux, mais surtout ton esprit. Car en chacun de nous sommeille un esprit nomade qui souhaite se réveiller. Alors, ami nomade, par l'esprit surtout, parce que physiquement, il devient un petit peu de plus en plus difficile de se déplacer. Mais c'est pas ça qui va nous arrêter, parce que dans une dizaine de jours, normalement, si tout se passe bien, et on croise les doigts, on devrait se retrouver au Mexique. Pas pour jouer les touristes tata, un peu comme on entend parler dans les médias de masse. Non, ça, on pourra faire une émission là-dessus, mais c'est vraiment d'un point de vue plus familial, personnel et professionnel que j'ai besoin de me déplacer là-bas. Voilà. Donc, mais on va faire des émissions bien sûr dans des situations des décors un peu différents. Mais j'ai lancé une série pendant cette pandémie un petit peu justement de pouvoir, où on est un peu limité pour rencontrer les gens. Eh ben, c'est de faire un peu comme on fait depuis le début avec les technologies, c'est d'utiliser les entrevues par vidéoconférence. Donc c'est un peu un nouveau concept que je lance dans cette émission pour faire des rencontres, parce que sinon on est comme un petit peu limité. Voilà, donc et on commence cette première série avec, je me suis entretenu avec l'abbé Serge Tidjani, que je nomme un peu comme un nomade missionnaire, et que je trouvais que ça allait bien un peu dans cette émission-là, parce que c'est un Béninois, donc de l'Afrique de l'Ouest, je crois, du Bénin, donc qui a suivi sa formation pour devenir abbé, curé, et donc qui s'est retrouvé projeté au diocèse de Gaspé, et a passé une dizaine d'années à la paroisse de Grande-Rivière. Maintenant, il est chancelier, je crois, au diocèse de Gaspé. Voilà, donc sous forme de discussion, on s'est entretenu un peu sur d'où il vient, son côté un peu nomade missionnaire, mais aussi comment il vit présentement la situation de la pandémie, comment ça se passe au Bénin, voilà. Donc c'est toujours intéressant d'avoir des échos de ce qui se passe ailleurs. Et puis comme ça, on va essayer de rencontrer de temps en temps des gens qui viennent d'ailleurs et qui peuvent nous partager un peu leurs expériences et leur vision du monde de l'extérieur. Et puis nous, d'ici une dizaine de jours, comme je vous ai dit, on va se retrouver un petit peu plus au sud, et on va pouvoir faire peut-être des vraies rencontres aussi selon les mesures qui nous sont demandées, mais comment on va pouvoir fonctionner, voilà. Donc je vous souhaite une bonne émission, une bonne rencontre avec l'abbé Serge, et puis à la semaine prochaine. Ça va bien, toi? Oui, très très bien, merci beaucoup. J'ai été 10 ans dans la région de Grande-Rivière, mais depuis 1 an et demi, je suis chancelier du diocèse de Gaspé. Donc, je travaille à l'administration diocésaine pour tout ce qui est lié aux questions juridiques et administratives. Donc, la loi de l'Église, le soutien à l'évêque, conseiller juridique, la loi aux paroisses, et les aider dans tout ce qui est juridique, là, quand c'est en lien avec l'Église. C'est l'essentiel ou le principal de ma job. Bon, Puis, en fin de semaine, je vais donner un coup de main aux prêtres ici et là. Fait que je circule à l'échelle de la Gaspésie et des îles, selon les besoins. Ça fait apparemment peu de temps que vous avez commencé à Gaspé, mais les 10 ans que vous avez passé à Grande-Rivière, si vous aviez à faire un petit résumé. Les 10 ans que j'ai passé à Grande-Rivière, ça avait été... C'était toujours à cheval entre Grande-Rivière et l'évêché à Gaspé. Donc, j'étais un curé paroisse, responsable de paroisse, la moitié du temps, et dans l'administration diocésaine, la moitié du temps. Mais ce qui était intéressant à Grande-Rivière, Cap d'Espoir, Val d'Espoir, Percé et Sainte-Thérèse, mes 5 paroisses,
ça me donnait de ne pas être seulement un prêtre de bureau, de ne pas penser des théories dans une salle avec le code de droit canonique, la loi de l'Église, avec les principes. Pour moi, ça ne répondait pas à ce que je voulais être, à ce que je pensais qu'un prêtre est. Donc, quand j'étais sur le terrain avec les communautés, j'avais cette possibilité de confronter le droit avec la réalité du terrain pour aider à avancer ou pour permettre de relativiser. Donc, c'est un temps pastoral et ça m'a permis d'ailleurs de voir que ma formation juridique m'a donné les atouts pour être un pasteur, c'est-à-dire un prêtre proche de ton peuple, qui écoute, puis ça a été toujours mon rêve, être dans la réalité des gens. Bon, il y a un party, je suis invité, c'est sûr qu'avec la COVID maintenant, on ne peut pas, je vais y aller. Parce que si je ne vais pas les rencontrer, là, je ne sais pas où je les rencontrerai d'autres. Ah, il y a le club de l'âge d'or, on me dit de venir danser, puis ils savent que j'aime danser en plus, donc je vais y aller, on va chanter, ben, je vais aller chanter. Puis j'aimais de petites initiatives avec de petits groupes qu'on pouvait créer pour jouer quelque chose à la paroisse, donner l'impression que ben, on n'est pas dans la routine de la messe du dimanche. Donc, à chaque événement, là, j'essayais d'adapter, que ce soit pendant le carême, à Pâques, à Noël. J'essayais toujours de trouver quelque chose qu'on pouvait faire pour que la communauté réagisse, la communauté se sente interpellée. Puis, dans ces paroisses aussi, je m'étais permis de lancer quelques initiatives, comme par exemple la bénédiction des bateaux à Cap d'Espoir. C'est 4 heures du matin, mais c'était une activité vitale pour les gens. Puis je ne peux pas dire que je suis leur pasteur et à 4 heures du matin, bon, ils s'en vont, ils vont me ramener la quête. S'ils en payent encore, tant mieux. Je trouvais important, comme prêtre, d'être là avec eux le premier jour où ils vont à l'eau. Donc, 4 heures du matin, avec une équipe, on s'en va faire la bénédiction des bateaux, les encourager. J'ai eu la même chose avec la bénédiction des motos. Je suis des gens du fond avec leurs motos. Pourquoi ne pas les accueillir, prier avec eux, les sensibiliser aussi, au lieu de porter déjà un jugement sur eux que du fait qu'ils sont à moto, c'est des motards. Moi, je leur disais souvent, vous êtes des motocyclistes, pas des motards. Donc, plein de petites choses comme ça. Moi, je n'étais pas gêné, tout en respectant ce qui doit être, j'allais dire, absolu. Je n'étais pas gêné d'aller à la rencontre des gens et de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour être vivant? Oui, puis surtout que je me demandais, juste avant de vivre cette expérience de ces 10 années-là, vous arriviez d'où exactement? C'était quoi votre parcours avant? Mon parcours, moi, je suis né au Bénin, puis ça ne me dérange pas, j'ai 49 ans, je vais en avoir 50 dans moins de 4 mois, c'est pas loin. J'ai fait toute ma formation au Bénin. En 2001, j'ai été ordonné prêtre pour le diocèse de Porto Novo au Bénin. Puis en 2003, on m'a demandé d'aller me spécialiser en droit canonique, le droit de l'Église au Canada. Puis la seule université, c'est Saint-Paul à Ottawa. Donc c'est comme ça que j'ai chuté à Saint-Paul en août-septembre 2003. Depuis ce moment, je suis au Canada, j'ai fait une maîtrise, j'ai fait un doctorat en droit de l'Église. Et pendant que je passais de la maîtrise au doctorat, j'ai été envoyé au diocèse de Gaspé pour un stage. C'est comme ça que depuis 2005, j'aime dire, j'ai commencé à flirter. C'est bon, hein, un curé qui flirte. J'ai commencé à flirter avec le diocèse de Gaspé. Bon, j'y allais 1 mois par année, 2 mois par année. Puis on s'est apprivoisé réciproquement. Puis quand j'ai fini ma thèse en 2009, l'automne qui a suivi, je suis rentré à Gaspé comme prêtre missionnaire, comme prêtre donné par le diocèse de Porto Novo, mon diocèse d'origine, au diocèse de Gaspé. Donc depuis septembre 2012, je suis à Gaspé. Puis la Gaspésie, comme je l'ai dit, c'est désormais chez nous. Puis voilà mon parcours un peu pour résumer ma vie. Puis là, maintenant, vous êtes où présentement, juste pour dire aux gens là, d'où on se parle? Alors, présentement, je passe le mois de janvier au Bénin, en Afrique de l'Ouest, et la capitale du Bénin, qui est ma ville natale, c'est Porto Novo. Alors, c'est de chez moi à Porto Novo que je vous réponds. Et juste pour m'amuser, il fait 37 degrés dehors. Puis, avec l'humideste, je vois ma température qui affiche 42.
Donc, voilà un peu. Puis, j'ai décidé d'entrer au Bénin pendant le mois de janvier parce que c'était devenu nécessaire pour des questions familiales. J'ai eu à vivre des deuils, j'ai eu à vivre des moments difficiles dans ma famille ici. Puis, je n'avais pas eu l'occasion en été de pouvoir venir voir les miens. Puis, ça devenait, puis les gens s'inquiétaient aussi. Donc, j'ai pris toutes les dispositions qu'il faut. Je pars, je reviens, que les gens ne s'inquiètent pas. Quarantaine garantie absolue. Avec un ordinateur, je suis capable de faire une vidéoconférence avec Marc. Donc, je peux travailler aussi enfermé chez nous quand je vais rentrer. Puis, ça se passe bien. Donc, je suis au Bénin et il fait beau. J'aurais pu sortir mon ordinateur et me promener dans la nature et vous montrer tout le décor qui m'entoure et qui me fait du bien physiquement, mentalement. Autant je peux dire parfois j'ai l'air de profiter du beau temps ici, autant je m'inquiète de comment ça se passe là-bas, comment ça va être quand je vais revenir, quand est-ce qu'on va être tout délivré, quand est-ce que les gens pourront ressortir sans être obligés de... Bon, voilà. Comment ça se passe plus pour information au Bénin, de la situation? J'allais dire, est-ce que les restrictions sont aussi, j'allais dire, lourdes entre guillemets qu'ailleurs? Il y a des restrictions. Une restriction que je vois partout, là, c'est les gestes de distanciation sociale, là. Les gestes sanitaires, c'est les mêmes. Le masque, ici au Bénin, la loi, le gouvernement a imposé, dès que vous sortez de chez vous, vous mettez le masque. Que vous soyez seul, même seul dans votre auto, vous êtes dans la rue, vous marchez, vous mettez le masque. Bien sûr, une chose est de le dire, autre chose est de l'appliquer. Les Béninois ne sont pas différents des Québécois, hein, c'est des humains comme partout. Donc, il y a ça que j'ai vu, le masque est obligatoire, puis si la police vous arrête, vous allez être verbalisé. Je vois plein de gens qui n'en mettent pas pareil. Les distanciations, les gens respectent ça assez bien. Mais ce que je constate, c'est que la COVID ne fait pas de dégâts, comme je l'ai vu au Québec. Puis quand je raconte aux miens ici ce que nous vivons au Québec, ou quand je prends les chiffres au jour, je leur raconte l'histoire de l'un ou de l'autre, hein, qui entre pour se faire soigner les pieds, qui sort mort de la COVID, des histoires comme ça, ils sont surpris. Parce que la COVID n'a pas fait de dégâts ici. Le Bénin est un pays de 12 millions d'habitants. Puis depuis mars, si les chiffres que j'ai consultés aujourd'hui sont vrais, depuis mars, tout le Bénin a 3700, 3800 cas, avec 47 morts. Vous voyez qu'on est loin de la réalité du Québec. Donc, les gens vivent leur vie normale, mais font attention comme ils peuvent. Peut-être que le climat aide. Peut-être que, ça c'est des théories que je commence à faire, peut-être que c'est des porteurs asymptomatiques, mais qui ne souffrent de rien. La chaleur aidant, le corps étant déjà lui-même physiquement chaud, ben, les gens étant plein air. Peut-être que tout ça fait. Mais ce que je trouve impressionnant aussi, c'est que les gens s'inquiètent pour nous qui sommes en Occident. Les gens ne vivent pas la COVID ici comme s'ils sont concernés. Ils vivent ça comme quelque chose. Puis je les regarde, puis je ne peux pas leur en vouloir parce que je n'ai pas de dégâts ici. Donc voilà un peu la réalité de la COVID. Les lieux publics sont ouverts, distanciation, les églises, les mosquées, les marchés, les écoles, tout ça bouge. Puis on fait attention, c'est surtout les gestes barrières. Tu arrives devant une église ou devant une école, avant d'entrer dans la classe, l'eau, le savon, tout ça, le masque. Tu veux entrer dans une banque, c'est la même chose. On respecte tout ça, mais les gens ne sont pas terrassés ni traumatisés par la COVID. Intéressant, hein? Ouais. En tout cas, en ce moment, c'est sûr qu'on sent qu'on est très bombardé au niveau des informations par des choses très, très négatives. Et je pense que ça aide pas au niveau des gens qui écoutent beaucoup la télévision et qui se nourrissent malheureusement de ça. Et je pense que ça prend des témoignages aussi des gens qui vivent d'autres choses un petit peu. C'est pour ça que j'avais envie d'apporter un peu un regard un peu différent de ça. Et puis moi, là, ce que ça me voit les gens au Bénin ici, dans l'état où ils sont, comme avant la COVID, moi, ça crée comme un espoir ou une espérance pour nous, au Québec ou dans l'Occident, qui vivons le drame de la COVID en ce moment, que
ce que je vois les gens vivre ici, là, j'ai cette espérance, j'ai cette foi qu'on retournera le vivre aussi. Et puis, j'aime dire, non, la COVID n'aura pas le dernier mot. Ça finira par passer. Puis, s'il y a des pays qui ont pu être épargnés, c'est que nous aussi, on finira par être épargnés. Moi, je l'espère. Mais pour le moment, respecter les distanciations, faire attention, respecter les normes du gouvernement, je trouve que c'est fondamental, c'est important. On n'a pas d'autre solution. On est peut-être aussi plus fragile au Québec, on a une population plus vieillissante. Donc, tout ça a fait que, bon. Mais il ne faut pas qu'on perde d'espoir. Il ne faut pas qu'on perde d'espoir. Notre monde, ce n'est pas ça. La COVID, moi, je dis, c'est un point de passage dans notre humanité, mais ce ne sera que de passage. Et est-ce que vous vous considérez maintenant un peu comme un nomade, j'allais dire j'ai compris que vous retournez maintenant le plus que vous pouvez, le plus chaque année au Bénin, c'est ça? Ben, mon rêve aurait été chaque année, mais mes occupations et puis la logistique que ça prend pour voyager, voyez-vous, partir de Gaspé pour Montréal, de Montréal pour Paris ou quelque part en Europe, et de l'Europe, Paris pour ici. Vous voyez, c'est un minimum de 4 jours, 5 pour aller, même chose pour revenir. Donc, ça fait que, objectivement, dire qu'on va aller chaque année, ça devient lourd. Donc, idéalement, puis le temps d'arriver, si tu as un mois de vacances, c'est déjà fini avant même que tu arrives. Bon, alors, ça fait qu'en général, je planifie une rentrée au Bénin tous les 2 ans. Je dis en général, mais sur un coup de tête, une petite folie, on peut toujours aller une autre année, ça dépend de ce que là. Puis, nomade, moi, je ris du thème parce que oui, je suis peut-être un peu nomade, mais plus missionnaire. Parce que vous savez ce qui est drôle, ils m'appellent le Canadien. Donc, pour eux autres, je suis plus béninois pour eux. Quand je suis au Canada, vous savez, vous en avez fait l'expérience aussi, c'est toujours d'où venez-vous, je suis le Béninois, je suis l'Africain. Donc, mais moi, j'ai cette joie de partager ces 2 pays. Je suis Canadien par naturalisation, j'ai gardé ma nationalité béninoise. Donc, et je suis fier d'être cet hybride-là, plutôt que... Et je prends le meilleur des 2, je reçois et je vis de l'expérience du meilleur des 2. Voilà un peu. Si vous projetez un peu dans l'avenir, est-ce que vous aimeriez revenir plus à long terme au Bénin, comme pour continuer votre travail de missionnaire? Je dirais oui, mais pas de façon absolue. Puis la raison est simple. Je suis prêtre, hein? Donc, qu'est-ce qui est l'objectif de la vie d'un prêtre? C'est de servir l'Église. Et l'Église, c'est Dieu et son peuple là où il est. J'insiste sur là où ce peuple est. Donc, j'ai beau naître au Bénin. Si aujourd'hui, le besoin de l'Église dans ma personne est au Québec, je resterai au Québec pour le bien de l'Église. Donc, je suis assez libre de dire, je reste missionnaire au Québec parce que l'Église a besoin de moi là aujourd'hui. Et si demain l'Église avait besoin de moi ailleurs, ni le Bénin, ni le Québec, on verra, puis j'irai. Donc, pour dire, c'est sûr, nos racines restent nos racines. Mais j'aime bien cette expression, il faut fleurir là où Dieu nous a semés. Et pour moi, aujourd'hui, là où Dieu m'a semé, c'est au Québec, c'est en Gaspésie, c'est dans le diocèse de Gaspé. Donc, je suis prêtre là, je sers l'Église là, j'ai le peuple de Dieu, j'ai les humains là, c'est ça qui est important. Je suis heureux avec, puis je n'ai aucune raison, humainement parlant, et même dans mon discernement spirituel, je n'ai aucune raison de dire que je m'en vais au Bénin ou que je reste absolument au Canada. Parce que de part et d'autre, c'est l'Église que je sers. C'est sûr que de ces réponses-là, les gens ne comprennent pas toujours parce qu'ils pensent que, eh bien, toi, qu'est-ce que tu aurais voulu? Qu'est-ce que tu aurais voulu? À quoi tiens-tu? Mais c'est sincère, je tiens aux 2. Oui, là, on rentre vraiment dans la réflexion du don de sa personne, du don de soi.
pour l'amour. C'est ça. C'est ça. Puis, je suis avec un peuple, je suis avec le peuple de Dieu en Gaspésie et je suis heureux avec ce peuple. Et jusqu'à date, ils me donnent l'impression, eux aussi, d'être heureux avec moi. Alors, puis je sens que je suis utile au milieu de ce peuple. Puis, c'est mon peuple. Je reviendrai au Bénin, ce sera aussi mon peuple. Donc, moi, ça me donne une certaine liberté en ce moment. Je ne suis pas pressé d'aller au Bénin, mais je ne suis pas non plus tanné de rester au Québec. Je vis pleinement là où je suis, puis ma qualification, mes compétences, mon expérience, je la partage dans ma vie au Québec. Et quand je suis ici, je la partage. Et même, j'ai beau rester au Québec régulièrement, je suis consulté, j'interviens dans des situations ici où, à cause de ma qualification, on me dit qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce que tu peux nous produire, donne-nous un visage de l'extérieur. Puis je le fais avec beaucoup de joie et de plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur l'abbé Serge, pour passer un petit peu de temps à nous raconter ce que vous vivez. J'aimerais peut-être qu'on puisse terminer, si ça vous est inspiré par une phrase ou quelque chose. On a commencé l'année 2021. Effectivement, selon les pays où on vit peut-être pas la situation de la même façon, mais je ne sais pas si vous aviez un message à partager pour conclure. Qu'est-ce que vous nous diriez? Oui. Ben, c'est le mot d'ordre que je me suis donné en entrant moi-même au cœur de cette année et qui est apparu dans mes cartes de vœux personnalisées que j'envoie dans mon réseau d'amis, sur Internet, sur mes plateformes. C'était une phrase de Jésus qui dit « Votre joie, personne ne vous l'enlèvera ». Parce que joyeux Noël, heureuse année, c'est le vœu qu'on se fait. Puis c'était en sortant du dimanche, troisième dimanche d'avant, si ma mémoire est bonne, ça doit être le dimanche 13 par là, ou le dimanche autour de cette date. Puis je disais, pour l'homme de foi que j'ai, et à qui Jésus dit, votre joie, personne ne vous l'enlève, c'est dit pour tous les lieux et tous les temps. Et aujourd'hui, on peut avoir l'impression qu'il y a tellement de situations dures, dramatiques, qu'il n'y a plus de la place à la joie, qu'il n'y a plus de la place au bonheur. Et moi, je dis non. Si Jésus m'a dit, votre joie, personne ne vous l'enlèvera, ça veut dire, rien ne peut m'empêcher d'être heureux si Dieu est présent dans ma vie. Et mon vœu, mon souhait, ma parole d'espérance, c'est de dire aux gens, quel que soit ce qui vous arrive, regardez le côté où vous pouvez trouver des raisons d'être heureux. Et si vous êtes des chrétiens, chrétiennes comme moi, regardez Dieu. Et Dieu sera la source de notre joie toujours parce que c'est lui qui nous a dit, votre joie, personne ne vous l'enlèvera. Puis je pense à cette phrase de Saint Paul qui nous dit, qui pourra nous séparer de l'amour du Christ? La détresse, l'angoisse, la mort, le péché, l'enfer, le passé, le présent, l'avenir, rien de tout cela ne peut nous séparer de l'amour du Christ, de l'amour de Dieu, parce que le Christ est mort, il est ressuscité, il est vivant pour nous. Alors, on a l'habitude de vouloir parfois être trop négatif, à raison, parce que les choses ne se passent pas comme on le veut. Mais si on mettait, j'allais dire comme un vrai Québécois, là, on met le break là, et qu'on prend le temps de se calmer le pompon, on trouvera beaucoup de raisons d'être heureux. Et qu'on s'accroche aux raisons d'être heureux, parce que la joie, c'est comme un feu. Si ça peut prendre un tout petit peu, ça va poigner partout. Alors, c'est mon message d'espérance pour 2021. On est à peine encore en janvier. Ne laissez rien détruire la joie que Dieu a placée dans votre cœur. Pas même le Covid, pas même le confinement, pas même le couvre-feu, pas même la neige, pas même le verglas. Rien de tout cela. Parce que si ici, quelqu'un est là, il va vous trouver la lumière qui conduit à la joie. Merci beaucoup en tout cas pour votre temps et ce partage, très apprécié. On va amener un petit peu de chaleur virtuelle en Gaspésie là. Exactement. Ouais.